Merci à nos deux organisateurs des rencontres de ce soir et de ce cycle qui est donc consacré aux héros et aux héroïnes médiévales et donc à toute dame, tout honneur. Ce soir, nous allons parler d'un homme célèbre qui est une femme célèbre et vous la voyez apparaître sur cette petite caricature d'un journal comme ça du début du XXe siècle. Bien sûr, il s'agit de Jeanne d'Arc, cette héroïne dont je vais parler. Alors pourquoi parler encore de Jeanne d'Arc? Encore et toujours parce que c'est peut-être l'héroïne médiévale la plus connue et certainement la femme médiévale la plus documentée. Nous la connaissons sous tous les angles de sa vie et nous la connaissons aussi presque comme une présence familière. Tant Jeanne est là, dans notre vie quotidienne, on la trouve dans des livres, dans des romans, dans des journaux. Et si vous êtes amatrice et amateur de cinéma, eh bien vous avez pu la voir sur les écrans. Depuis la naissance du cinéma, environ 2 films par an paraissent dans le monde sur Jeanne d'Arc. Donc depuis 1895, ça veut dire qu'il y a plus de 200 films qui nous la font voir. Alors Jeanne dans tous ses états, Jeanne comme une héroïne de blockbuster chez Besson, Jeanne colorée par Méliès dans les années 1900, Jeanne intime et souffrante chez Dreyer, et puis cette petite Jeanne, Jeannette, qui est l'héroïne des derniers films de Bruno Dumont. Donc une héroïne hyper visible. Pourquoi vous la faire voir ? Pourquoi vous en parler ce soir? Eh bien parce que Jeanne, il me semble, va nous permettre de réfléchir à ce que c'est que l'héroïsme au féminin, ce qui n'est pas tout à fait comme l'héroïsme au masculin. C'est un héroïsme plus paradoxal, plus instable, et elle en est peut-être l'incarnation. Effectivement, Jeanne, si on a l'impression de la connaître très bien, si elle est cette héroïne hyper visible, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Comment l'interpréter? Est-ce qu'on s'identifie à elle? Est-ce qu'elle fait passer des messages, des valeurs? Qui est Jeanne, finalement, pour nous? Et là, il y a, je crois, une sorte de premier paradoxe, c'est que si Jeanne est une héroïne hyper visible dans les médias, au cinéma, dans notre monde contemporain, il me semble aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, qu'il est difficile pour nous de comprendre ce qu'elle représente, que son héroïsme est en quelque sorte ici inaudible ou brouillé ou instable. Est-elle une héroïne de la foi? Est-elle une figure du féminisme précoce? Est-elle, comme on le sait, accaparée par des mouvements plutôt d'extrême droite? Est-elle une fille du peuple qui représente une sorte de pré-révolutionnaire? Et là, je ne parle que des débats autour de Jeanne sur le plan politique. Parce qu'effectivement, ce qui fait l'intérêt de Jeanne, c'est ce premier paradoxe. Elle est partout, on sait tout d'elle, et en même temps, on ne la connaît pas. Et ce deuxième paradoxe aussi, c'est qu'à côté d'une documentation absolument foisonnante, je vais en parler, on sait tout et c'est le mystère. C'est le mystère. C'est ce que Michelet appelait l'énigme vivante Jeanne d'Arc. Et cette énigme vivante, elle est une énigme pour nous, parce que 600 ans nous séparent d'elle, mais elle était déjà une énigme pour ses contemporains. Et je vous ai donné ici, pour certains l'ont eu, un petit exemplier, dans le journal qu'écrit, donc c'est la deuxième citation qui se trouve sur votre exemplier, quand le journal qu'écrit un des contemporains de Jeanne, un bourgeois de Paris anonyme, qui commente en 1429 l'irruption de Jeanne dans l'histoire, il dit « Est arrivée une femme qu'on appelle la pucelle, une créature en forme de femme. » Créature en forme de femme, ce que c'est, Dieu seul le sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Donc ce mystère Jeanne, alors d'où il vient? À l'époque, bien sûr, les gens ne la connaissaient pas et on comprend qu'elle était mystérieuse. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de choses sur elle, mais le mystère demeure, et il me semble que le mystère demeure justement parce que Jeanne a été, dès le départ et pendant 600 ans jusqu'à aujourd'hui, entourée de très nombreux débats sur ce qu'elle représente et sur toutes les transgressions, en quelque sorte, qu'elle représente. Jeanne, c'est quelqu'un qui va braver des interdits, qui va faire ce que personne avant elle n'avait fait. Ça pose problème à l'époque, ça pose peut-être encore problème, ou en tout cas, ça pose question aujourd'hui.
Donc je vais essayer de réfléchir sur Jeanne qui nous divise, c'est ce que le philosophe Alain disait il y a un siècle, hein. Jeanne nous divise, et il est important que Jeanne nous divise parce que Jeanne, c'est en effet ce qui fait débat. Alors au point où, je vais en parler un petit peu au fil du récit, tous les personnages qui font controverse aujourd'hui dans notre temps contemporain, alors vous voyez ici par exemple Greta Thunberg, ont tendance à être comparés à Jeanne d'Arc. Alors aussi on voit la malheureuse Greta envoyée au bûcher par ses opposants, et bien sûr on la compare ici à Jeanne d'Arc. Donc on va essayer de se demander qu'est-ce qui a fait débat à l'époque de Jeanne, autour d'elle, et qu'est-ce qui nous reste de ces débats aujourd'hui? Évidemment, les choses, bien entendu, ont changé, mais ce que je vous propose de faire, c'est d'aller à la rencontre d'un scandale qui s'appelle Jeanne d'Arc. Et d'une héroïne, en quelque sorte, scandaleuse. Héroïne parce que scandaleuse, hein, on va le voir. Alors, premier élément d'abord, je vous l'ai dit, on sait tout de Jeanne. Et c'est bien là le problème. Premier paradoxe. Parce que sur elle existe une masse documentaire inouïe. Colette Beaune, sa première biographe scientifique, je précise d'ailleurs que la première biographie scientifique de Jeanne d'Arc a été écrite et publiée en 2004. En 2004, il n'y a pas si longtemps que ça que les historiens sérieux, si j'ose dire, se sont intéressés à Jeanne. Pourquoi? Parce que justement, avant ça, il y a eu énormément de débats et les historiens ne voulaient pas se mêler de ces débats. Mais on va y revenir. Donc, Colette Beaune dit que c'est la femme la mieux documentée de l'histoire. Tout simplement. On sait tout sur Jeanne, une véritable masse. Alors une masse de quoi? Eh bien, de documents que parfois elle a produits, signés elle-même, des lettres, bien sûr les témoignages qui sont liés à son procès, qui vont expliquer comment elle se comportait, comment elle vivait, qui vont faire entendre sa voix pour le procès de 1431, qui font entendre des témoins de sa vie pour le procès en réhabilitation de 1456, et puis d'autres témoignages, des chroniques, mais aussi des témoignages de gens qui de l'époque, et puis bien sûr des œuvres littéraires, de la poésie, dès le départ, qui prend position pour ou contre Jeanne, du théâtre, des traités. Et c'est en particulier sur 3 sources littéraires, si vous voulez, que je vais m'interroger ce soir, vous faire découvrir ce soir un poème écrit par Christine de Pisan au moment où Jeanne vient de remporter la bataille d'Orléans, donc on est à l'été 1429, ça s'appelle l'Odysse de Jeanne d'Arc, un traité, un débat, je vais y revenir tout de suite, écrit par Martin Lefranc une dizaine d'années après la mort de Jeanne, en 1440, Le Champion des Dames, et puis la première pièce de théâtre qui met en scène Jeanne d'Arc, on est 30 ans après sa mort, dans les années 1460, et c'est le mystère du siège d'Orléans. Et c'est cette masse documentaire, vous pourrez me dire, bah alors on sait tout, il n'y a pas de débat, pourquoi il y a des débats? Eh bien parce que justement, cette masse documentaire, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est absolument contradictoire. Nous n'avons pas un procès de Jeanne qui nous donne une image d'elle. Nous en avons 2. Celui qui la condamne pour hérésie en 1431, vous en voyez ici une image, et puis celui qui, 25 ans après, sur la demande de sa mère, mais aussi sur l'instigation du pouvoir royal de Charles VII, en 1456, la réhabilite et lève l'accusation d'hérésie. 2 images de Jeanne à travers déjà ces documents. Mais ce ne sont pas seulement les documents officiels qui se contredisent, qui sont produits pour être opposés, pour créer le débat sur Jeanne, c'est aussi les documents littéraires, je vous l'ai dit, au point où les auteurs qui vont mettre en scène Jeanne d'Arc, parler d'elle, vont parfois tout simplement choisir d'écrire des livres sous forme de débats, mettant en scène des pro-Jeanne et des anti-Jeanne, comme c'est le cas de Martin Lefranc dans son Champion des Dames en 1440. Alors Martin Lefranc, dans ces années de ce milieu du XVe siècle, Jeanne est décédée depuis une dizaine d'années. Martin, lui, qui est d'origine normande, a fait une belle carrière, en particulier sur les rives du Léman. Il est prévôt de Lausanne. Et on y reviendra peut-être si ça vous intéresse, mais les rives du Léman sont justement un lieu où, à l'époque de Jeanne, enfin, pas que les rives du Léman, il y a aussi Bâle, hein, mais on parle beaucoup. À l'époque de Jeanne et après la mort de Jeanne, on parle d'elle. Et dans ce livre, il met en scène 2 personnages qui s'opposent. L'adversaire et le champion, c'est leur nom. Et ils vont s'opposer notamment sur Jeanne d'Arc, et on va avoir des portraits contradictoires de Jeanne d'Arc dans cette œuvre. C'est une des premières œuvres, c'est la première œuvre littéraire qui, après la mort de Jeanne d'Arc, fait des portraits contradictoires d'elle. Donc on va essayer de se promener, si vous voulez, à travers ces débats, et bien sûr ces débats abordent beaucoup de choses, ils abordent 3 scandales, et c'est essentiellement ces 3 scandales-là qui vont m'intéresser, 3 transgressions. Jeanne est une bergère qui a fait un roi,
Alors là, une première transgression énorme, qui est une transgression sociale, qui est une transgression politique. Jeanne, deuxième transgression, est une prophétesse. Alors, bon, qui était chef de guerre? Peut-on être prophétesse, porter la parole de Dieu et faire la guerre, tuer des gens? Deuxième transgression. Et puis troisième transgression, c'est une femme qui a fait la guerre et qui donc a fait la guerre en habit d'homme. C'est une femme habillée en homme. Troisième transgression, qui est une transgression de genre. Et autant de débats. Alors, commençons par le premier, la bergère qui a fait un roi. C'est une question qui est très largement posée dès le départ à Jeanne, parce que voilà, c'est cette jeune femme qui vient de nulle part, ou plutôt des marches du royaume, des frontières du royaume de France. Vous savez qu'elle vient de Domrémy, donc qui n'est pas en Lorraine, comme on le dit souvent, mais dans le Barrois. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une frontalière, si on peut dire, du royaume. Et c'est une jeune femme, 17-18 ans, qui un jour débarque à la cour, va voir le dauphin Charles, donc l'héritier du trône, et lui dit « je vais vous faire roi ». Alors là, c'est un problème. Évidemment, vous imaginez bien que c'est quand même assez scandaleux. Et un certain nombre de questions vont être posées à Jeanne autour de ça, et notamment pendant son premier procès en 1431. Jeanne, vous êtes une bergère, comment avez-vous osé penser que vous alliez faire un roi? Et Jeanne répond, et elle lance tout de suite le débat, je ne suis pas bergère. Ah, alors là, tromperie sur la marchandise. Vous êtes toujours dit, j'imagine, que Jeanne était une bergère. Non. Alors, qui est un esprit fort ici? Jeanne était supposée être une bergère, mais vous avez raison, pendant son procès, elle dit que non. Alors, est-ce que vous savez pourquoi elle dit non dans son procès? Elle dit, je ne suis pas du tout une bergère. Qu'est-elle alors? Qu'est-ce que vous entendez par codes sociaux? Oui, très bien. Elle peut justement aller à la cour et se présenter en tant que telle sans qu'on remarque en fait qu'elle n'est pas dans le bon milieu social. Alors, ça, c'est une question. Est-ce qu'on n'a pas remarqué qu'elle était... Bon, mais vous avez tout à fait raison. Il y a la question des codes sociaux, il y a la question du milieu social. Jeanne, en effet, a parfaitement raison quand elle porte cette première polémique. Je ne suis pas bergère, puisqu'elle n'est pas... Elle a gardé les moutons quand elle était petite, certes, mais elle n'a pas assumé cette profession qui est la plus basse, la plus humble, la plus fragile de la société médiévale, le berger et la bergère. Non, les parents de Jeanne étaient des paysans relativement aisés, semble-t-il, pour l'époque. Donc elle a raison de dire « je ne suis pas bergère ». Et pourtant, c'est bien comme ça qu'elle va être tout le temps représentée dès son vivant. Alors pourquoi ? On va essayer de le comprendre en regardant un petit extrait, vous l'avez sur l'exemplier, un petit extrait de la première pièce de théâtre qui met en scène Jeanne, donc ce mystère du siège d'Orléans, qui est en quelque sorte son histoire, l'histoire de Jeanne d'Arc. Et la première fois qu'elle apparaît sur scène, elle est en train de garder des moutons, en figure de bergère, par conséquent. L'ange Saint-Michel vient la voir et lui dit « Jeanne, il faudrait mettre Charles le dauphin sur le trône de France ». Alors comme ça, et Jeanne répond « Je ne peux pas, parce que, vous avez la petite citation, et puis elle s'affiche ici, je suis au fond une simple fille qui garde au champ dessus l'air bête les pauvres brebis de mon père. Je suis une bergère, donc je ne peux pas mettre un roi sur le trône. » Et puis Saint-Michel lui dit « Si, le Dieu a dit que c'était très bien, tu vas mettre un roi sur le trône. » Alors Dieu s'explique dans une scène qui suit, ou qui précède d'ailleurs, parce que les anges sont quand même un peu étonnés. Une bergère qui met un roi sur le trône, même les anges trouvent ça un petit peu scandaleux tout de même. Et Dieu dit, c'est un rite d'humiliation. Je prends le plus bas, le plus fragile, le rien. Une femme, bergère, elle n'est rien. Et je la mets en position de créer le tout, le puissant, le roi, de révolutionner en quelque sorte la situation pour abattre l'orgueil des hommes. Alors pas les hommes, obligatoirement les hommes masculins, l'humanité pécheresse. Voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, mais c'est un miracle de Dieu, naturellement. Alors, cette vision que donne la pièce, elle a fait partie en réalité d'une, ce que Colette Beaune appelle, d'une expression que j'aime beaucoup, qui est très drôle, l'opération bergère. Alors, Jeanne n'était pas une bergère, mais elle a été l'objet, je dirais, d'une propagande royale dès le début, dès le moment où elle est acceptée comme porte-parole du dauphin Charles, donc en mars 1429, on dit c'est une bergère. On sait très bien qu'elle n'est pas une bergère, mais on dit c'est une bergère. Alors pourquoi? Vous avez peut-être une idée avec cette
cette petite image que j'ai mise, qui est issue d'une peinture, enfin d'une enluminure de Jean Fouquet, qui est un petit peu plus tardif que Jeanne, une vingtaine d'années après. Jeanne n'est pas une bergère, soit, mais le berger, ça représente quelque chose, religieusement. Oui, tout à fait. Alors vous le voyez ici dans cette image qui représente la nativité. Les bergers, c'est ceux qui, les premiers, ont reconnu le Christ au moment de la nativité. C'est ceux qui reconnaissent le roi des dieux, des cieux, pardon. C'est ceux qui reconnaissent le Fils de Dieu. Donc une bergère est tout à fait capable de reconnaître un roi. Une bergère est tout à fait capable de faire un roi humain, puisque des bergers ont les premiers reconnu la royauté du Christ. Donc évidemment, c'est une opération symbolique, et c'est une opération qui ne va pas tarder à susciter débat. Jeanne était-elle une bergère ou bien, et donc autre vision des choses. Bien sûr, les Anglais ne sont pas du tout d'accord avec l'opération bergère, donc eux, ils proposent une autre interprétation. Elle était une vachère. Alors vous me direz, le détail est mince. Mais non, parce qu'une bergère, c'est mignon avec ses moutons, c'est innocent, c'est celle qui reconnaît le Christ, etc. Une vachère, en revanche, c'est une espèce de grosse fille comme ça, qu'on soupçonne d'avoir une sexualité plus ou moins libre avec ses vaches là, enfin bon, etc. Et de fait, lorsque les Anglais apparaissent dans le mystère du siège d'Orléans, ils appellent, alors tous les Français disent Jeanne, tu es une bergère, nous te suivons, ô bergère, etc. Les Anglais lui disent sale vachère, d'accord, truande, etc. Tu es une putain. Tu es une sorcière et tu es une putain, c'est la fameuse putain des Armagnacs. Alors cette vision évidemment partiale des Anglais vient créer le débat, et ça ne va pas être seulement un débat à l'époque de Jeanne, parce que d'autres auteurs malicieux vont le reprendre, comme par exemple Voltaire dans La Pucelle d'Orléans, qui est un texte qu'il publie au milieu du XVIIIe siècle à Genève, qui s'amuse de l'histoire de Jeanne, et Jeanne est une vachère chez Voltaire, qui ne cesse d'ailleurs d'être harcelée sexuellement. Tout le monde essaie de la violer, y compris un âne, comme vous le voyez ici, parce que la vachère a une sexualité que la bergère n'a pas. Donc, premier débat, bergère ou vachère. D'autres adversaires de Jeanne à son époque, en 1429, ont proposé une autre solution. Ni bergère, ni vachère, Jeanne aurait été une paysanne, certes, mais une paysanne manipulée par des officiers de l'armée, par des nobles, et qui aurait choisi une paysanne qui saurait déjà, qui aurait su manier les armes et monter à cheval. Soit parce qu'elle était une fille d'auberge, alors une fille d'auberge c'est beaucoup moins bien qu'une bergère, bien sûr, qui, couchant avec des chevaliers, etc., aurait appris quelques techniques militaires, soit, ça c'est la version haute, parce qu'elle aurait été page de certains chevaliers, et bien sûr, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle sache monter à cheval, puisque c'est ça le miracle, quand Jeanne, vous le disiez très justement, arrive à la cour, alors elle se présente au futur roi, elle lui dit « je vais vous mettre sur le trône, vous êtes quoi ?»« Bon, une paysanne. Bon, Charles n'y croit pas. Montrez-moi ce que vous savez faire. » Et hop, Jeanne monte sur un cheval, plutôt, elle saute sur un cheval, et alors là, elle caracole, c'est mieux qu'au tournoi, disent les chevaliers interrogés au procès de réhabilitation en 1456. Alors, ceux qui croient en Jeanne disent miracle. Ceux qui ne croient pas en Jeanne disent manipulation. Et c'est le cas de ce que j'appelle ici la théorie complotiste bourguignonne. Donc ces bourguignons qui sont les ennemis de Jeanne, dans cette guerre civile qui oppose le parti armagnac et le parti bourguignon, eux disent ce n'est pas vrai, c'est une paysanne manipulée. Et c'est intéressant, alors ce débat ne va pas avoir de fin, mais il va avoir un ressurgissement dans ce qu'on appelle les théories survivialistes, que vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, dans toutes les mauvaises librairies, et qui consiste à dire que, théorie bâtardisante, qui consiste à dire que Jeanne n'était pas une paysanne. Ça, c'est très important. À son époque, personne n'a jamais nié qu'elle était une paysanne. On a débattu bergère, vachère, fille d'armes, mais pas paysanne. Ça, c'était pas en débat. Mais après la Révolution française, il paraît absolument insupportable que dans l'histoire de France, une fille de rien ait rétabli la royauté dans un moment difficile. Après la Révolution française, c'est difficile à avaler pour le parti royaliste, et donc on va imaginer que Jeanne n'était pas une paysanne, que c'était en fait, tenez-vous bien, la fille cachée de la reine Isabeau, qui, comme on sait, avait une vie sexuelle assez libre apparemment, et donc la sœur cachée de Charles. Donc elle a simplement remis son frère sur le trône, tout à fait normal, une affaire de famille, finalement. C'est donc bien la dynastie royale qui se remet elle-même sur le trône dans cette
théorie qui est en quelque sorte une réinvention des théories complotistes de son époque. Premier débat, donc. Deuxième débat, Jeanne, chef de guerre et prophétesse. Alors, ces deux qualificatifs ne vont pas ensemble. D'abord, était-elle vraiment une prophétesse? Premier débat. Avait-elle vraiment une mission divine? Et cette mission divine peut-elle conduire, deuxième débat, à faire la guerre et à tuer, par conséquent? Alors, le premier débat s'ouvre immédiatement, en fait, dès que Jeanne apparaît, fait son apparition à la cour du dauphin Charles, en disant, voilà, j'arrive pour sauver la France. Et il ne faut pas croire que Charles est fou. Les prophétesses qui viennent le voir pour lui dire, je vais vous remettre sur le trône, il en a toutes les 5 minutes à sa porte, si vous voulez, en 1429. Donc, il ne la croit pas au départ. Il va donc y avoir, dès le départ, avant les procès, etc., une première enquête pour savoir si Jeanne est véritablement une prophétesse, si on peut croire qu'elle est une prophétesse. Tout le monde ne le croit pas. À l'époque, au moment où Charles et son entourage se posent la question, eh bien d'autres ont déjà en quelque sorte une réponse. C'est le cas du bourgeois de Paris, cet homme anonyme qui tient son journal et qui, dès qu'il entend parler de cette Jeanne qui va vers Orléans, dit « c'était quelqu'un qui se prétendait prophète ». Mais lui, il n'y croit pas du tout. Alors, une prophétesse, ça va être l'objet, je vous disais, de la première enquête menée sur Jeanne au printemps 1429 par les gens qui vont devenir ses alliés et ses soutiens, l'entourage du futur roi Charles VII. Comment savoir si une fille est envoyée par Dieu? C'est un débat évidemment assez complexe, même pour des théologiens confirmés, et ils le disent d'ailleurs, il n'y aura jamais de certitude, ils se couvrent si vous voulez, mais il y a quand même plusieurs indices qui permettent de savoir si Jeanne est une prophétesse. Et ces indices vont être donc travaillés, démontrés par cette première enquête, je vais vous en parler tout de suite, et cette enquête va très vite circuler, le débat autour de Jeanne est-elle une prophétesse va très vite circuler, elle va circuler auprès de cercles comme celui de Christine de Pisan, je vais en parler immédiatement, qui va donc nous dire pourquoi elle pense que Jeanne est une prophétesse à l'issue de l'enquête de Poitiers, et puis elle va circuler aussi en manuscrits, on en a ici en Suisse de ces manuscrits qui rassemblent des dossiers pro-Jeanne d'Arc, où on reprend cette enquête et on nous donne les preuves qu'elle a bien été une prophétesse pour en quelque sorte donner une position dans le débat. C'est le cas du manuscrit de Berne, qui est la Burger Bibliothèque de Berne et dont vous voyez ici une image sur laquelle on ne voit strictement rien par ailleurs. Alors, comment savoir qu'une femme est une jeune femme comme Jeanne est prophétesse? Je vous le donne parce que c'est quand même des trucs, hein, si un jour vous avez une prophétesse comme ça. Bon, alors il y a plusieurs premières choses. Premier point, pour être prophétesse, il faut avoir été prophétisée. D'accord? Donc, c'est aussi vous souhaitez faire une carrière de prophétesse, préparez-vous parce que la crédibilité se construit. Donc, si vous avez été prophétisé par d'autres prophètes, si 500 ans avant que vous n'arriviez dans l'histoire, on vous a dit « Ah, je la vois, elle arrive, elle va sauver la France », très bien, tout de suite, il y a une forme de crédibilité. Or, on trouve des preuves que Jeanne a été effectivement prophétisée par des gens très bien et au-dessus de tout soupçon, comme par exemple Merlin l'Enchanteur. C'est la page 2 de votre exemplier, troisième citation. En effet, Merlin l'Enchanteur est supposé avoir fait des prophéties qui ont été au XIIe siècle rassemblées dans des livres en latin puis traduits en français. Et une de ces prophéties, totalement obscure, mais ça c'est le principe de la prophétie, dit ceci: une vierge venue de la forêt de chênes, bon, ça peut être n'importe où, hein, enfin bon, chevauchera contre le dos des archers. Alors ça peut être en réalité plus ou moins un bulletin météo si vous considérez que la Vierge et les archers, c'est le Sagittaire, c'est en fait les signes du zodiaque, ça vous dit plus ou moins le temps qu'il fait en réalité cette prophétie, ou bien vous l'appliquez au cas de Jeanne, parce que vous êtes les enquêteurs de Poitiers en 1429, une Vierge, c'est bien elle. Elle est venue de la forêt, oui, bah, elle vient d'un bled non Rémy, bon, qui est plus ou moins comme ça dans la forêt, donc très bien. Et les archers c'est les Anglais, hein, vous savez que les archers anglais étaient très célèbres, donc ça y est, c'est bon. Là. Donc des prophéties qui vont comme ça apparaître, Jeanne a été prophétisée. Première chose. Deuxième chose, elle connaît des secrets. Elle dit à Charles, quand elle le voit pour la première fois au dauphin Charles, « Je connais des secrets sur vous, et puis je vais vous les dire à l'oreille. » Alors on n'a jamais su ce que c'était que ce secret, évidemment. Mais ça a marché, apparemment, il était très, très convaincu. Et puis, il faut qu'elle prophétise elle-même.
Ça, c'est quand même le minimum vital. Et justement, c'est ce que Jeanne va faire dès son premier écrit. Jeanne publie un premier écrit, une fois qu'elle a passé, si j'ose dire, l'enquête de Poitiers qui dit oui, ok, vous êtes prophétesse en quelque sorte. Elle va publier un premier écrit qui est une lettre aux Anglais, lettre au roi d'Angleterre, où elle annonce 4 prophéties. Alors, Christine de Pisan les reprend, ces prophéties, mais aussi on les trouve mises en scène dans cette première pièce de théâtre sur Jeanne, qui est le mystère du siège d'Orléans. Et c'est la 4e citation de votre exemplier. Je les résume rapidement. Donc, première prophétie, je vais libérer Orléans. Deuxième prophétie, je vais libérer Paris et dans la foulée mettre le roi sur le trône. Deuxième prophétie. Troisième prophétie, les Anglais vont donc être entièrement chassés, je vais les bouter hors de France. C'est dans cette lettre qu'il y a cette fameuse expression, roi anglais, tu seras bouté hors de France, etc. Et enfin, on va trouver un moyen d'aller faire la croisade, de récupérer Jérusalem, et ce sera l'avènement du royaume de Dieu. Parce que le but de Jeanne n'était pas d'aller libérer la France, le but ultime, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut se faire que si on reprend la terre sainte. Donc l'idée, c'était de faire une croisade, et c'est ce dont Christine de Pisan témoigne aussi dans son poème, en disant, voilà, Jeanne va nous mener vers la terre sainte, elle va nous mener vers le royaume de Dieu. Donc ce débat, évidemment, il y a ceux qui y croient à tout ça, et ceux qui n'y croient pas. Mais il y a tout de même un problème, même chez ceux qui croient à ce que fait que Jeanne soit une prophétesse, c'est qu'elle prétend être chef de guerre. Dans la même lettre qu'elle écrit au roi anglais, vous avez ici, c'est la citation que je vais lire maintenant, 4e citation sur la page 2. « Roi d'Angleterre, si vous ne le faites pas, donc si vous n'obéissez pas, je suis chef de guerre. » C'est elle qui dit ça et qui dicte cette lettre. « Je suis chef de guerre. » Alors, elle n'est pas encore dans l'écriture inclusive ou la féminisation, donc elle écrit chef de manière masculine, mais on va lui pardonner. Donc, elle est chef de guerre et vous allez mourir, vos troupes vont mourir devant moi. Vos troupes vont mourir devant moi, je vais tuer vos troupes. Une femme qui arrive avec la parole de Dieu, peut-elle être une femme qui tue? C'est évidemment le problème. Alors, de fait, chef de guerre, oui, vous voyez ici sur la petite carte le trajet de Jeanne qui part de Domrémy, va ensuite à Chinon et puis ensuite va remonter vers Orléans et vers Paris. Chef de guerre, absolument, sans doute, mais ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. C'est contre nature qu'une femme fasse la guerre, c'est contre nature qu'une fille de Dieu fasse la guerre. Et c'est un débat je vous donne la parole tout de suite, qui traverse y compris les textes qui soutiennent Jeanne d'Arc, c'est-à-dire celui de Christine de Pisan, qui ne cesse de dire « mais elle était hors nature, elle était outre nature, c'est-à-dire exceptionnelle ». Et Christine accepte ce paradoxe de la chef de guerre qui tue alors qu'elle porte la parole de paix. Mais d'autres, bien entendu, ne l'acceptent pas. Oui, vous vouliez intervenir? Oui, donc à aucun moment elle arrive à la cour déguisée en homme. Alors elle n'est pas déguisée, disons qu'elle est vêtue. Si, quand elle arrive à la cour, elle est vêtue en homme, mais on va en venir tout de suite, absolument. Donc, cette question de la... Alors, vous voyez, vous avez raison, voilà, c'est comme ça qu'on va, du coup, représenter Jeanne. Et alors, ça pose un problème, parce que dans le procès de 1431, on va lui reprocher ça. Vous étiez une fille de Dieu, soi-disant, vous avez fait la guerre, vous avez tué des hommes. Elle ne répond pas trop là-dessus. Et au procès de 1456, 25 ans après sa mort, on va redemander à des témoins, et les témoins, évidemment, ne disent pas la même chose. En 1431, c'est « oui, elle a tué, c'était une fille sanguinaire, cruelle, elle égorgeait les ennemis, etc. etc. » En 1456, mais non, elle portait juste le drapeau, elle nous poussait au combat, mais jamais elle n'a tiré l'épée, etc. Qui dit vrai? Évidemment, le débat est difficilement clos. Mais ça fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'a fait Jeanne d'Arc sur les champs de bataille. C'est un débat qui continue en quelque sorte aujourd'hui. Alors évidemment, chef de guerre, vous avez tout à fait raison de le souligner, quand on est chef de guerre, généralement on s'habille en homme, c'est quand même plus facile. Et c'est le troisième problème, la troisième transgression qu'a incarnée Jeanne d'Arc et qui nous paraît peut-être la plus anodine. Une bergère qui fait un roi, tout de même c'est fort. Je crois qu'on peut le dire, même aujourd'hui, ça nous paraîtrait tout à fait étonnant, même s'il n'y a plus vraiment de bergère et puis plus vraiment de roi, mais enfin, l'exploit reste là. Une fille de Dieu, une prophétesse qui fait la guerre, alors le paradoxe ne nous est pas complètement étranger dans ce début du XXIe siècle. Il y a plein de gens qui portent la parole de Dieu et qui font la guerre tout de même. Mais on sait que ça peut être débat, d'accord ?
Et donc face à ça, une fille qui s'habille en homme, on peut se dire, alors vraiment, ça c'est la petite transgression, toute petite. Quoi, et bon voilà, elle a mis des pantalons, la belle histoire. Eh bien, détrompez-vous parce que, en fait, c'est le cœur du débat du XVe siècle. Et au fond, le procès de condamnation, vous le savez que Jeanne est condamnée pour avoir repris l'habit d'homme, après avoir promis qu'elle allait l'abandonner. C'est la condamnation de Jeanne, c'est ça. C'est qu'elle a repris un habit masculin, alors qu'elle avait juré publiquement qu'elle se remettrait en robe. Pourquoi ? La transgression de genre a-t-elle été le scandale le plus retentissant, le problème le plus épineux pour les contemporains de Jeanne et particulièrement pour ceux qui l'ont jugée? Alors, pour une raison qui est une raison théorique, si on veut, une raison théologique, c'est qu'il y a un interdit extrêmement puissant dans la Bible, dans le Deutéronome en particulier, qui contre le, vous avez appelé ça déguisement tout à l'heure, contre le travestissement. Les femmes qui s'habillent en hommes et les hommes d'ailleurs qui s'habillent en femmes sont abominables au Seigneur. C'est quelque chose qui est contre l'ordre naturel et qui doit absolument être empêché. Et voilà que Jeanne transgresse ça. Et ça met tout le monde dans l'embarras. Ceux qui sont contre elle disent, voyez, c'est bien ça, elle était diabolique. Ceux qui sont pour elle disent, comment on va expliquer qu'elle s'est habillée en homme? Parce qu'elle ne s'est pas habillée en homme juste 5 minutes pour aller sur le champ de bataille. Dès qu'elle arrive en 1429 à la cour, donc pour reprendre votre suggestion, à la cour de Charles, en fait, dès qu'elle quitte Don Rémy, elle est habillée en homme. Elle va faire un certain nombre d'étapes du Barrois jusqu'à Touraine. Elle est habillée en homme pour faire le voyage. Elle arrive devant le roi, elle est habillée en homme. Après l'enquête de Poitiers, elle va à Orléans, évidemment en homme. Et en fait, elle ne va pas laisser son habit pendant les 2 ans que va durer son aventure, de 1429 à sa mort en 1431. Elle ne laisse son habit que bien quand elle est prisonnière entre les mains des Bourguignons d'abord et ensuite des Anglais qui l'obligent à remettre une robe, mais elle reprend l'habit, elle remet un habit d'homme. Alors, c'est une petite parenthèse, elle est condamnée pour ça. Les juges ne se sont jamais demandé, on suppose pourquoi, mais comment elle avait trouvé son habit d'homme dans la prison? C'est évident qu'on lui a donné. C'est peut-être même pas impossible, en tout cas c'est ce qu'elle va suggérer, qu'on l'a plus ou moins obligée à reprendre cet habit d'homme. Alors quoi, soit qu'on laisse obligée à forcer, soit qu'on essaye de la violer, c'est ce qu'elle dira. Elle dit c'est pour éviter le harcèlement sexuel auquel je suis soumise dans la prison, que j'ai repris. Mais il n'empêche qu'elle avait publiquement juré qu'elle allait l'abandonner et qu'elle retombe donc dans ce péché. Une femme ne peut pas prendre l'habit d'homme. Mais Jeanne est-elle une femme? Alors vous me direz, alors là, vraiment on a bien fait de venir ce soir parce que révélation sur révélation. Alors non, pas de scoop ici. Oui, Jeanne était bien de sexe féminin, mais elle a toujours fait une distinction très nette sur être une fille ou être une femme. Et Jeanne n'est pas une femme. Elle est une fille. Elle est une fille parce qu'elle est vierge. Elle est donc, ça c'est quelque chose qui est très important bien sûr pour sa crédibilité. Elle est une fille aussi par son comportement, je dirais, physique, qui va refuser tout ce qui fait du corps d'une femme un corps en rapport avec la sexualité, en rapport avec la procréation, en rapport avec la chair, tout simplement. On sait qu'elle est végétarienne, probablement anorexique, on sait qu'elle n'a pas ses règles, on sait que c'est un corps féminin qui repousse tout ce qui pourrait, à l'époque, et peut-être à nos yeux aussi, apparaître comme féminin. On sait aussi qu'elle a un comportement qui fait qu'elle ne se sort jamais avec des femmes mariées, qu'elle ne va jamais faire la cuisine, lieu où les femmes mariées se retrouvent, mais qu'elle est toujours avec des jeunes femmes et qu'elle aime coudre en public, activité des jeunes filles, plus que des femmes mariées. Donc elle a vraiment un choix qu'elle fait, qui est, je suis une fille, ce qui rend plus acceptable dans une certaine mesure qu'elle prenne l'habit d'homme, parce que la pucelle n'est pas complètement une femme accomplie. Bon. Mais il n'empêche tout de même que cette question se pose, et c'est pour résoudre en quelque sorte ce débat que lorsqu'elle meurt sur le bûcher en 1431, donc elle est brûlée dans un premier temps, et ce qui reste du corps, et on arrête le feu, les Anglais arrêtent le feu, et c'est un petit peu gore, mais enfin voilà, c'est comme ça, et enlèvent ce qui reste des vêtements pour montrer au peuple le sexe de Jeanne et ce qui reste d'elle, pour bien montrer que c'est une créature, d'abord c'est une créature humaine, et c'est une femme. C'est bien une femme et pas un homme, etc. Alors, cette question, vous me direz, à l'époque se posait, est-ce qu'elle se pose toujours? Il me semble que le débat Jeanne, femme ou fille n'est pas tout à fait résolu aujourd'hui, si vous en croyez simplement l'histoire du cinéma. Les représentations de Jeanne. Au cinéma, montrons-nous, voyons-nous Jeanne comme une femme ou comme une fille? Elle a
18-19 ans au moment de son aventure. C'est très intéressant de voir les choix des cinéastes. Deux cinéastes ici que je vous montre à un siècle de distance. Cecil B. DeMille, quand il produit ce film qui s'appelle John the Woman, titre extrêmement programmatique déjà, fait jouer Jeanne par une actrice qui est Jera Neal Farrar, qui est une actrice bien en chair, la trentaine, etc., qui est la Jeanne sensuelle, la Jeanne érotisée, et d'autant plus érotisée que le scénario qui raconte l'histoire de Jeanne est assez audacieux, puisque dans ce scénario, elle a une relation amoureuse avec un Anglais. Alors, bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, d'accord, mais c'est intéressant parce qu'en 1916, ce film est fait pour pousser la population américaine à s'engager dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Angleterre et de la France. Et donc, on dit, suivez Jeanne, alors je vous passe le scénario, mais alors on a retrouvé son épée dans une tranchée, enfin bon, etc. Et on raconte son histoire et en fait, on s'aperçoit qu'elle vivait une folle histoire d'amour avec un archer anglais qui a essayé de la sauver à la fin, bon ça n'a pas marché et tout, mais l'archer anglais arrive à la fin et dit au public américain, je ne vous le fais pas en anglais mais je vous le fais en français, voilà, la France et l'Angleterre, c'est un couple depuis très longtemps, bon il y a eu des petits problèmes, mais même Jeanne, elle nous s'aimait, et il faut nous aider maintenant pour la guerre, etc. Bon, donc, première, et puis un choix tout à fait différent chez Bruno Dumont, dont l'artiste, ici, donc Lise Le Plat-Prud'homme, a 12 ans. Et c'est évidemment une Jeanne beaucoup plus petite fille que l'original, si je veux dire, qui nous est présentée. Donc vous voyez que ce débat des représentations, il continue aujourd'hui. Mais l'abidome. Alors l'abidome, c'est donc Jeanne qui se travestit, qui se transvestit, on dit, on parle de transvestisme. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que c'est abominable au Seigneur. Et comment expliquer alors, pour ceux qui soutiennent Jeanne, qu'elle mette un habit d'homme? C'est une tâche que va prendre en charge notre prévôt de Lausanne, Martin Lefranc, qui va essayer d'expliquer que prendre l'habit d'homme, eh bien c'est tout à fait normal finalement. Et d'abord parce que cette vieille loi de Moïse, dit-il, mais enfin c'est un vieux truc, la loi interdit aussi de manger du cochon. Bon, tout le monde mange du cochon, alors elle interdit aux femmes de mettre un pantalon, bon, en soi, on ne voit pas pourquoi. Bon. Mais c'est un petit peu dangereux, donc Martin Lefranc ne va pas plus loin. Mais il dit, quand on fait la guerre, si vous avez déjà essayé de faire la guerre avec une jupe, c'est très difficile. Donc c'est tout à fait normal, c'est logique. Elle a fait la guerre, elle a mis l'habit d'homme. Mais attention, c'était quand même une femme exceptionnelle. Il ne faut surtout pas que vous autres femmes, vous fassiez la même chose, parce que si tout le monde se met à mettre un pantalon, alors là, effectivement, la société est complètement ébranlée. Donc, Martin Lefranc va dire ça, et c'est intéressant qu'il dise ça, parce qu'au moment où il écrit, des fausses Jeannes sont en train d'arriver. Après la mort de Jeanne, il y a eu plein de fausses Jeannes. Une qui est très célèbre, qui a eu une aventure pendant 4 ans, qui s'appelle Claude d'Armoise, qui a fait trembler les foules pendant 4 ans, de l'Allemagne à Orléans, etc., en se prétendant la fausse Jeanne, une fausse Jeanne, et elle était habillée en homme, elle se baladait en armure. Elle disait « Je suis Jeanne, je ne suis pas morte à Rouen, c'est moi ». Alors certains n'y croyaient pas, d'autres n'y croyaient pas, mais la suivaient quand même parce que ça permettait de faire un peu d'argent, etc. D'autres y croyaient, et puis jusqu'à ce que, bien sûr, Charles VII soit obligé de réagir. Vous, le roi que Jeanne a mis sur le trône, que pensez-vous de cette Jeanne? Il la reçoit en audience publique, et elle arrive, bonjour au roi, il lui dit « Jeanne, vous m'avez confié un secret, nous avons ensemble un secret, et maintenant je vais vous demander de me le redire. » Et là, elle craque, parce que bien sûr, ce n'était pas Jeanne. Elle craque et elle pleure, elle dit non, c'est pas vrai, pardon, c'est une imposture, je ne suis pas Jeanne, et elle est à ce moment-là punie, il va y avoir un procès contre Claude des Armoises. Donc, on s'est souvent demandé pourquoi Claude des Armoises et d'autres avaient fait ça, et une des raisons possibles, qui a été alléguée par les historiens, c'est que certaines femmes trouvaient que Jeanne était un modèle, pas forcément seulement religieux, mais aussi c'était la femme qui s'était habillée en homme, qui avait parcouru la France en homme, et clairement, Claude des Armoises fait ça aussi. Il y a cette forme de liberté, en même temps que de visibilité qu'elle demande. Alors, l'aventure de Claude des Armoises est à la source d'une autre théorie du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle la théorie survivialiste. Comme Claude a dit « je suis Jeanne et je ne suis pas morte à Orléans », alors du coup, les bons auteurs, aujourd'hui, disons pendant le XXe siècle, ont dit « ah oui, mais alors, en fait, bon, c'est pas Claude des Armoises, mais elle était peut-être pas morte ». Alors là, il y a tout un tas de romans, évidemment, qui se sont écrits sur « et si Jeanne n'était pas morte à Rouen ». Mais c'est un autre débat. Et je voudrais, du coup, conclure. Alors, vous voyez qu'à son époque, Jeanne a été considérée comme une héroïne extrêmement instable.
une héroïne au fond polémique, scandaleuse, qui a suscité des débats parce que profondément c'est une héroïne transgressive. Transgressive religieusement, politiquement, socialement et y compris transgressive sur des questions de genre, hein, une femme qui s'habille en homme, qui agit comme un homme. Et on comprend bien pourquoi Michelet l'appelait la vivante énigme, parce que si on connaît tout de la vie de Jeanne, de son entourage, de sa mort, etc., en revanche, on ne sait vraiment pas très bien cerner ce qu'elle représente ou ce qu'elle a représenté, si ce n'est cette dynamique du scandale, en quelque sorte, qui a fait que Jeanne a été, et peut-être pour moi est, le personnage historique de l'histoire des régions d'expression françaises qui a le plus cristallisé de fantasmes, qui a le plus été accaparé par des partis politiques, par des mouvements culturels, etc. Parce que son identité reste encore finalement instable aujourd'hui. On ne sait que penser d'elle. Hein. Et donc elle a été une magnifique figure de projection. À chaque fois qu'il y a une crise, on pense à Jeanne, on fait venir Jeanne d'une manière ironique. Et alors je me suis posé la question, qu'est-ce que Jeanne aurait à dire dans les débats contemporains sur le coronavirus ? C'est posé la question. Eh bien, mais bien sûr que Jeanne est là. Bien sûr que Jeanne est là. Parce qu'il y a eu un débat il y a 10 jours sur une question très importante. Bon, vous savez qu'en France, le pays est très touché, mais il y a certaines régions qui sont moins touchées que d'autres, et en particulier la région d'Orléans, qui, il y a 10 jours, ne comptait aucun patient. Alors bon, ça a peut-être changé depuis. Et tout de suite, ça a attiré l'attention des internautes. Pourquoi n'y a-t-il pas de coronavirus à Orléans? Et tout de suite, des tweets. Eh bien, c'est parce que Jeanne, au ciel, évidemment, avait dû mettre un masque, hein, comme vous voyez, et donc elle protège Orléans, n'est-ce pas? Alors, bon, évidemment, je pense qu'il y a un petit peu d'humour, si vous voulez, là-dedans, mais c'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un débat public, à chaque fois qu'il y a un personnage public qui fait controverse, à chaque fois que nous vivons une crise, Jeanne est là. Alors, à son corps défendant, bien sûr, la malheureuse, mais elle est là parce qu'on y croit ou parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on rit d'elle ou qu'on rit à travers elle, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi elle est là, elle est toujours présente, et ça, je crois que c'est une forme d'héroïsme qui est tout à fait particulier, tout à fait spécifique, et qui fait que cette personne décédée il y a 600 ans et qui a été entourée de débats qui peut-être aujourd'hui nous paraissent désuets, a peut-être malgré tout encore quelque chose à nous dire. Et je vous remercie de votre attention.